Alors bienvenue sur Kémagéo. Aujourd'hui donc dans le Grand 1 qui est le retour de la guerre. Alors pour introduire le Grand 1, on peut tout d'abord affirmer que aujourd'hui les guerres entre grandes puissances elles sont peu probables. Cependant depuis 2010 il y a de plus en plus de rivalités entre les grandes puissances. On parle souvent de menaces sécuritaires internationales et cela se traduit par le fait que les puissances déjà régionales désirent renforcer leur influence sur leurs voisins, que ce soit l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie, et aujourd'hui même des petits États qui jouent aussi leurs propres cartes, comme la Corée du Nord. Et les tensions internationales sont exacerbées par le fait que les Occidentaux n'entendent pas renoncer à leur rôle international. Et là, on va passer à la partie A qui est les enjeux de la compétition. En fait, l'enjeu majeur de cette compétition, c'est pour les États, c'est de se constituer des zones d'influence. Et pour ça, ils vont essayer d'exercer leur hégémonie sur une région qu'ils ont définie. Si je prends l'exemple de la Russie, bah, eux, ils veulent plutôt exercer leur hégémonie sur l'espace post-soviétique. Donc déjà tous les pays déjà en ce temps, l'Azerbaïdjan, enfin tout ce qui est la Géorgie, etc. Et tout aussi les pays vers l'Ukraine, etc. Si je prends également le cas de la Chine, elle veut plutôt établir son influence en Asie orientale, et pour l'Inde, c'est plus centré autour de l'océan Indien. Et pour ça, c'est notamment ces trois États, ils vont sans cesse contester les frontières et essayer de récupérer donc les territoires revendiqués. Et ces politiques d'à chaque fois vouloir récupérer des territoires, bah, ça va forcément accroître les tensions parce que ces États amènent des politiques de ce qu'on appelle de fait accompli, comme la Russie qui en 2014 va annexer la Crimée à la surprise de tous. Et puis également le fait ces États vont souvent mener des politiques d'aménagement, comme la Chine en mer de Chine méridionale, qui va aménager des îles qui vont devenir des bases militaires. Aujourd'hui, un enjeu également majeur de cette compétition pour se constituer une zone d'influence, ça va être autour des espaces communs. En fait, les espaces communs, c'est des espaces non terrestres assez accessibles à tous mais détenus par personne. Et il y en a quatre, la mer, euh, l'air, l'espace et le cyberespace. Et aujourd'hui, c'est les espaces communs, c'est aujourd'hui des espaces de plus en plus stratégiques, que ce soit pour l'économie, parce que les espaces communs, ils sont au cœur des flux mondiaux. Également, les espaces communs, ils sont dans les réseaux indispensables au bon fonctionnement de l'économie mondiale, surtout si on prend forcément le cyberespace qui inclut Internet. Euh, Aujourd'hui, les espaces communs, ce sont également des zones d'exploitation. Si on prend le cas de la mer, bah, déjà en mer, il y a forcément la présence d'énormément de ressources halieutiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les États se battent euh, pour défendre leur ZEE, qui est donc leur zone économique exclusive en mer. Mais aujourd'hui, c'est même cette compétition pour se créer des espaces. Elle s'est même déplacée dans l'espace parce que en 2015 va être créé le Space Act. C'est un principe selon lequel les citoyens américains engagés dans la récupération de ressources spatiales peuvent se prévaloir de ces ressources. Et donc, et cette volonté des États d'à chaque fois récupérer donc le plus d'espace possible, ça va entraîner une militarisation renforcée de tous les espaces communs. Par exemple, dans le cyberespace, aujourd'hui le cyberespace va souvent être intégré aux stratégies militaires des grandes puissances avec des structures militaires spéciales. On peut citer le Cybercommand aux États-Unis créé en 2010. On peut citer également le Cybercom en France créé en 2016. En fait, le terme même de l'idée de cyberguerre est apparu dans les années 90
mais va être de plus en plus utilisé dans les années 2000. Ensuite, cette militarisation, elle se traduit également dans l'espace aérien et maritime avec ce qu'on appelle des stratégies d'anti-access ou d'area denial, notamment de l'armée américaine qui va empêcher un adversaire à la fois de pénétrer, de manœuvrer dans une zone en utilisant des bulles anti-aériennes et anti-navires. C'est pour ça que l'armée américaine va souvent développer des drones pour mener donc cette politique d'anti-access. Aujourd'hui, on remarque même une course également à l'espace avec la Chine qui a relancé cette course en 2007 en détruisant un de ses satellites. Et c'est pourquoi la France, dès 2019, elle va lancer sa stratégie spatiale de défense. Et c'est également la même année que les États-Unis vont développer la Space Force, qui est une nouvelle division militaire du Pentagone euh, concentrée sur l'espace. Et donc, ces politiques des États, des États qui militarisent donc les espaces communs, ça entraîne donc des tensions qui se traduisent par exemple des cyberattaques. En 2010, il y a par exemple eu le virus de Stuxnet dans l'ordinateur du programme nucléaire iranien qui n'a pas permis à l'Iran de développer sa bombe nucléaire. Et le 24 novembre 2014, la Corée du Nord a lancé une cyberattaque sur Sony Pictures. Et si on peut parler de l'espace maritime, comme j'ai dit, bah, il est souvent euh, sujette aux politiques d'anti-access des États. Il y a aujourd'hui également d'énormes menaces spatiales, avec par exemple en 2021 la Russie qui a détruit un de ses satellites près de la station spatiale internationale.